webinaire. Donc, bonsoir. Le webinaire va être masqué ce soir parce qu'on a le plaisir d'avoir 2 participants avec nous. Donc, on va garder notre masque ce soir. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du Noratest, le premier outil d'aide au diagnostic de la maladie d'Alzheimer à partir d'une simple prise de sang. Nous sommes entourés du professeur Jandel, professeur de médecine interne et de gériatrie, des représentants de Alzoïs, entreprise française innovante ayant développé le Noratest, et le représentant de Innovi, premier groupe libéral de biologistes médicaux à proposer ce test aux médecins et aux patients. Nous allons, au cours de cette prochaine heure, revenir sur la problématique du diagnostic de la maladie d'Alzheimer. En pratique, le Noratest, quoi, quand et comment. Nous allons conclure sur les espoirs, les réserves et les questions que soulève un tel test. Nous répondrons aussi à vos questions et réactions. Pour cela, je vous invite à les mentionner dans le chat qui est ouvert. Avant toute chose, je tenais à remercier les médecins, les biologistes, les infirmières, les directeurs d'établissement qui assistent à ce webinaire ce soir. Alors, commençons par les présentations. Je m'appelle Olivier Marcia, je suis le directeur business développement de la compagnie Alzoïs. Je vais être entouré du professeur Claude Jandel, qui est professeur de médecine interne et de gériatrie. Monsieur Jandel est coordinateur du département de gériatrie du CHU de Montpellier. Il est président du Conseil national professionnel de gériatrie. Il est spécialiste depuis plus de 25 ans de la maladie d'Alzheimer et des syndromes apparentés. C'est aussi l'auteur de plusieurs rapports ministériels sur l'organisation des soins en gériatrie et pour les patients Alzheimer. Nous aurons aussi Romain Verpillot, président et fondateur de la société Alzoïs. Alors, après un master en biochimie puis en chimie organique à Montpellier, Romain va passer un doctorat en chimie analytique à l'Institut Galien de la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Sud, et il va soutenir sa thèse sur le développement de méthodes électrophorétiques pour le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer et le screening de molécules à visée curative en novembre 2010. Par la suite, il va breveter un procédé innovant pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer et se lance dans la création d'entreprises. C'est ainsi qu'Alzoïs verra le jour en 2014. Et nous sommes aussi accompagnés de Julien Dupuet, qui est pharmacien de formation. Biologiste médical d'un laboratoire de ville à Marseille, il est également co-responsable de l'activité d'analyse spécialisée d'Innovi AS, réalisée sur la plateforme de méthode séparative basée à Labo Sud-Provence Biologie. Julien est ancien assistant des hôpitaux de Marseille, puis praticien attaché dans le service de pharmacologie clinique du professeur Blin. Son activité hospitalière s'est centrée sur la personnalisation des traitements en psychiatrie, avec une participation à différentes publications portant sur les maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer. Donc, vous le voyez, on est bien en présence d'experts de la maladie d'Alzheimer et du diagnostic biologique. Si on le veut établir un premier constat à ce point de la soirée, la maladie d'Alzheimer est aujourd'hui la cause la plus fréquente de démence chez les adultes de 65 ans et se caractérise par une altération progressive des fonctions cognitives et du comportement. En France, nous estimons que 900 000 personnes sont atteintes de cette maladie, avec 225 000 nouveaux cas par an. C'est un nouveau cas toutes les 3 minutes en France. Ce nombre devrait doubler d'ici 2050. C'est la première cause de dépendance lourde du sujet âgé. Comment se passe le diagnostic de cette maladie? Quels sont les intérêts d'un outil au diagnostic par test sanguin? Nous y répondrons pendant cette soirée. Mais commençons tout de suite par introduire M. Claude Jandel, qui est donc professeur en gériatrie. Donc, M. Jandel est responsable... Bon, voilà. Alors, je vais vous laisser la parole, M. Jandel. Ça va être à vous de commencer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, merci. Je vais donc tenter en une petite demi-heure de rappeler la démarche qui aujourd'hui est la démarche préconisée pour porter le diagnostic de cette affection et en insistant plus particulièrement évidemment sur les formes débutantes qui, elles, posent un problème évidemment de reconnaissance diagnostique. Mais avant tout,
il est important qu'on ait le même langage et il est important de revoir un peu les définitions qui ont évolué ces derniers mois. On parle d'ailleurs plus de démence, hein. Et c'est le premier sujet que je vais aborder. On parle de troubles cognitifs et de troubles neurocognitifs. C'est le terme adéquat aujourd'hui. Et selon le DMS5, hein, on définit un trouble neurocognitif comme une réduction acquise, le terme d'acquis est important, significative et évolutive des capacités dans un ou plusieurs domaines cognitifs. J'insiste sur le un ou plusieurs. Donc, l'atteinte d'un seul domaine, déjà, doit être considérée. Ce déclin est persistant. Il faut exclure un certain nombre de diagnostics différentiels, et notamment la dépression, ce qui n'est pas toujours simple, et aussi les troubles psychotiques. Et par ailleurs, ce déclin est souvent associé à un changement de comportement, de la personnalité. Je vais y revenir juste après. On différencie deux types de TNC pour troubles neurocognitifs. Les TNC dits majeurs, qu'on dénommait précédemment démence, mais qui n'est plus le terme adéquat, donc qui correspondent bien à cette définition que je viens d'évoquer, dès lors que ce trouble impacte sur les activités de la vie quotidienne. Vous voyez que la définition là s'enrichit par une notion qui est la notion de perte d'autonomie. Donc, dès lors que ce trouble cognitif s'accompagne d'une atteinte des fonctions de l'autonomie, hein, par exemple la gestion du budget, des traitements, les tâches ménagères, ce qu'on appelle les tâches de la vie quotidienne, instrumentales ou non, on parle de troubles neurocognitifs majeurs. Et on réserve le terme de troubles cognitifs légers aux formes dès lors qu'elles ne s'accompagnent pas d'atteinte de l'autonomie. Donc évidemment, il y a une fois de passage entre les deux, et on peut être amené à identifier la maladie au stade léger, hein, et bien évidemment, le stade léger va la plupart du temps évoluer vers un stade majeur. Donc ça, c'est un point déjà important. Évidemment, je le redirai tout à l'heure, la question du diagnostic précoce se pose, et j'expliquerai les raisons pour lesquelles ce diagnostic doit être précoce. Et évidemment, idéalement, on peut être amené à déjà être en face d'une situation de trouble cognitif léger avant l'apparition de troubles de l'autonomie, et la démarche va être la même. Ce trouble neurocognitif, eh bien, on va s'appuyer sur un certain nombre d'arguments pour le caractériser, essentiellement des arguments cliniques. Une notion est importante à recueillir dans l'interrogatoire. Le rôle du médecin généraliste est fondamental, car c'est lui le mieux placé pour connaître l'histoire médicale du patient, pour pouvoir entreprendre des échanges avec l'entourage et reconstruire avec l'entourage l'histoire de vie de la personne, le contexte socioculturel, et surtout identifier ce que j'ai mis ici en gras, la rupture significative. Je vais réinsister sur ce point. Quand on a la possibilité de suivre une personne dans son parcours, l'identification d'un changement, ce qu'on appellera la rupture, est un élément important puisqu'il signe la possibilité d'entrer dans cette affection. Donc, repérer les premières manifestations d'un trouble neurocognitif en médecine générale, c'est là où tout se joue. Et le médecin généraliste doit être armé pour pouvoir effectivement initier cette démarche-là en face de ce qu'on appelle la plainte de mémoire, qu'elle soit banale ou plus inquiétante. Et je vais donner quelques éléments qui caractérisent la plainte qui doit inquiéter le médecin. La plainte mnésique est considérée comme inquiétante et nécessite un avis spécialisé dans un certain nombre de circonstances. D'une part, quand elle est persistante, et surtout quand elle est associée à d'autres manifestations. La plainte mnésique, hein, ça touche la cognition, mais dans sa dimension mémoire. D'autres manifestations cognitives peuvent être déjà présentes. On va donc rechercher toutes ces situations qui sont les oublis, l'oubli complet d'événements autobiographiques, des signes d'anxiété, vous verrez tout à l'heure que ça joue un rôle important, les difficultés d'orientation dans le temps, dans l'espace, la difficulté à trouver ses mots, les difficultés à utiliser certains objets qui témoignent d'une éventuelle apraxie, modification du caractère ou du comportement, on va y revenir, les troubles du sommeil,
troubles alimentaires, les difficultés à planifier une tâche, les conduites à risque. Vous voyez qu'en fait, le mode d'entrée dans la maladie peut être extrêmement divers, et la perte de mémoire n'est pas le seul mode d'entrée, et c'est cette notion de changement qui est important en fait. Dès lors qu'on est en situation de différentes possibilités, on doit s'interroger sur l'explication à ces changements et se poser la question déjà d'un diagnostic de ce type. Alors attention, effectivement, je l'ai déjà dit, je le redis, les troubles de la mémoire ne sont pas le seul mode d'entrée dans la maladie. Il faut se poser la même question dès lors qu'on est en face de troubles cognitifs qui ne touchent pas la mémoire directement, mais qui touchent l'attention, difficulté d'attention, une personne qui va avoir une difficulté à gérer deux tâches simultanément, qui peut d'ailleurs favoriser la survenue de chute, et la chute doit être aussi un élément qui doit amener à s'interroger sur l'éventualité d'une telle maladie. Le langage, les troubles du langage, l'orientation, les troubles praxiques, les troubles des reconnaissances, les fonctions exécutives. Il y a une situation qui est intéressante, c'est le post-anesthésie. Dès lors qu'une personne a des difficultés en post-anesthésie à récupérer ses fonctions et qui présente notamment ce qu'on appelle un syndrome confusionnel post-anesthésique, on doit s'interroger sur la préexistence avant l'intervention d'une maladie débutante qui n'aurait pas été diagnostiquée. Alors, je vous présente ici un peu un résumé de ce que je viens de vous dire. En fait, dans cette maladie, on a trois champs symptomatiques. On a bien sûr le champ cognitif, et ça, c'est celui qui est le plus connu. Ça peut se manifester par des troubles de la mémoire, du jugement, des troubles du langage, des praxies, des gnosies. Mais aussi, on a le champ psychologique et comportemental à droite, qui peut être un mode d'entrée dans la maladie. Et surtout dans certains types de maladies, parce que je parle là des maladies en général, et pas uniquement de la maladie d'Alzheimer. Je n'aurai pas le temps de développer ce soir, mais évidemment, vous savez que les démences, ce qu'on appelle les démences, ne relèvent pas que de la maladie d'Alzheimer, même si c'est la plus fréquente d'entre elles. On a les démences à corps de Lévy, les démences frontotemporales, c'est un ensemble d'autres causes et qui peuvent se manifester, notamment les démences frontotemporales, par des troubles du comportement premier, avant même qu'il n'apparaissent ces troubles de la mémoire. Et donc, on doit se poser la même question donc, devant des troubles dépressifs, une anxiété, une apathie, tout ce qui est mentionné ici dans le cadre bleu. Et on peut également s'interroger devant certains troubles somatiques. J'insiste sur les troubles du sommeil, mais aussi les troubles de la posture qui peuvent être révélés par une chute. Vous voyez que donc le mode de présentation est extrêmement varié. L'objectivation d'un déclin cognitif significatif, il va passer par l'interrogatoire. Il faut consacrer le temps nécessaire pour recueillir l'ensemble des informations, et notamment interroger l'entourage sur l'histoire de vie et les différents événements récents pour identifier cette fameuse rupture, ce changement, changement du statut cognitif, changement de la personnalité, changement de caractère. Toutes ces manifestations doivent ne pas être banalisées et c'est autant de manifestations qui doivent amener à se poser la question de l'éventualité d'entrer dans la maladie. Les conduites à risque également, la conduite automobile, les difficultés à assurer cette conduite, les personnes parfois l'expriment, pas toujours. Les risques domestiques, les difficultés quant au suivi médical ou à la gestion des médicaments, les incidents dans la vie domestique, les troubles du comportement, les incidents financiers, l'utilisation d'un chéquier de manière inadaptée, etc. Toutes ces manifestations qu'on appelle les troubles des conduites ne doivent pas non plus être considérées comme banales et doivent être autant d'éléments qui doivent nous amener à nous interroger sur le rattachement de ces troubles à l'éventualité d'une telle affection. Alors, je vous montre ici quelque chose de très intéressant. Vous avez ici sur ce diagramme tout un ensemble de manifestations. Je ne vais pas les prendre une par une. Vous retrouvez la dépression, l'anxiété et la flèche rouge verticale, c'est le diagnostic. Donc, en général, on porte le diagnostic, vous voyez, ici. Et ce que veut montrer cette étude, c'est qu'en fait, avant même le diagnostic, il peut préexister un grand nombre de manifestations qui n'ont pas été ou identifiées ou rattachées à la maladie et qui ont donc conduit à un diagnostic retardé finalement. Et vous voyez que la dépression, les modifications du rythme diurne, l'anxiété,
les idées suicidaires, le repli social, toutes ces manifestations peuvent être prémonitoires et les premières manifestations qui doivent nous permettre d'optimiser le diagnostic. Hein. Donc, il ne faut pas banaliser ces manifestations. Évidemment, après la flèche rouge, tout ce qui est à droite, ce sont déjà des troubles qu'on va rencontrer plus souvent dans les formes déjà installées. Les tests de repérage des troubles cognitifs sont nombreux. On recherche en fait aujourd'hui le test idéal qui n'existe pas, qui existera peut-être un jour, qui permettrait d'assurer à 100% le garantie de bon diagnostic sans se tromper. C'est une maladie compliquée et actuellement la démarche vise à optimiser ces tests. On va en parler juste après mon intervention évidemment. Ils permettent, à condition de respecter les modalités de passation, ces tests aujourd'hui, ils doivent permettre d'authentifier le trouble. Donc, il y a une différence entre la plainte de mémoire et le trouble de mémoire. La plainte de mémoire est une manifestation subjective que la personne ressent et qu'elle exprime ainsi. Mais il n'est pas dit que la plainte est un trouble. Pour objectiver le trouble, il faut réaliser des tests qui vont objectiver le trouble. Ces tests sont des tests neuropsychologiques, hein, et notamment, on s'attache à un test que vous connaissez pour un grand nombre d'entre vous, je pense, qui est le MMSE. Hein. C'est un test très ancien, hein, qui a presque une trentaine d'années, qui est international, qui est validé et qui a l'avantage, si vous voulez, de balayer l'ensemble des différentes fonctions cognitives en un temps adapté à la pratique. Quand on a une bonne pratique de ce test, il prend une dizaine de minutes pour bien le faire néanmoins. Et c'est le test qui aujourd'hui est le plus performant au stade du repérage. Vous avez certainement entendu parler d'autres tests comme le test de l'horloge, le test des 5 mots, le test de fluidité verbale. Ils ont l'avantage d'être parfois un peu plus rapides, mais l'idéal est quand même de référer plutôt au MMS. Hein, c'est beaucoup plus performant. Et il a l'avantage de renseigner aussi bien ce qui est sur la mémoire, sur l'orientation, sur le langage, sur les fonctions exécutives. Donc, c'est un test global, à condition de le réaliser dans des conditions adaptées. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de pratiquer ce test chez quelqu'un qui sort d'une maladie aiguë, d'un syndrome grippal, d'un Covid. Il faut qu'il soit vraiment en état stable. Il faut un environnement adapté. Il faut éviter que la personne soit stressée. Il faut qu'elle ait bien dormi. Il faut éviter qu'elle ait pris la veille des anxiolytiques, etc. Vous voyez le diaporama? Oui, très bien, Monsieur Jandel. Donc, je disais que ce test MMS avait des limites, et notamment, il ne permet pas de diagnostiquer la maladie, mais simplement dire qu'il y a un trouble cognitif et qu'il faut écarter un certain nombre de diagnostics différentiels comme la dépression, l'état confusionnel, bien évidemment, mais on ne pratiquera pas de test MMS chez un patient confus. Hein. Et donc, les précautions à prendre, je les ai rappelées. Les examens complémentaires, aujourd'hui standardisés, c'est-à-dire recommandés, sont ici présentés. Il est recommandé, devant tout trouble cognitif avéré, dès lors qu'on a donc un test qui le confirme, prescrire tous ces examens qui sont sous vos yeux, notamment une TSH ultrasensible, pour écarter l'éventualité d'une dysthyroïdie, hein, puisqu'on a des formes notamment d'hypothyroïdie qui peuvent parfois se présenter sous ce mode. Bon, un hémogramme, une CRP, un bilan bien sûr électrolytique, une glycémie, une albumine, une clearance de la créatinine. Éventuellement, si on a un contexte qui justifie un dosage de la vitamine B12 et folate, bilan hépatique, éventuellement un TPHA, VDRL, sérologie VIH. Bon, ça, c'est en fonction du contexte. Et enfin, une imagerie cérébrale, c'est le point majeur qui a été une petite révolution ces dernières années. Je vous montre ici donc ce qu'on recherche en imagerie cérébrale par IRM. Vous avez ici, donc, ne regardez pas les ronds jaunes, ils ne sont pas bien placés. Regardez plutôt c'est des coupes donc, sagittales, coronales. Et vous avez en fait l'hippocampe, le cortex temporal, qui est en haut chez un individu normal. On voit qu'il n'y a pas d'atrophie hippocampique. Les fentes synaptiques sont tout à fait respectées. Par contre, en bas,
dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, vous voyez que cette même région de l'hippocampe est atrophique. Et il y a ce qu'on appelle donc une sulcectasie, c'est-à-dire une augmentation des sillons qui apparaissent ici en foncé, en noir. Et cette atrophie hippocampique, elle se quantifie à l'aide de cette échelle, qui est l'échelle de Sheltens, qui permet de quantifier, vous avez le schéma à droite, en haut à droite, on quantifie cette atrophie en 5 stades qui sont en bas, 0, 1, 2, 3, 4, en fonction du degré d'atrophie. Vous voyez que plus vous allez de 0 à 4, plus l'atrophie s'aggrave et la sulcectasie, la dilatation des sillons, augmente. Et donc, on score en 0, 1, 2, 3, 4. Et évidemment, quand on est en phase Sheltens 2 ou 3, c'est un argument qui, corrélé à l'évaluation neuropsychologique, a beaucoup d'importance. Donc, pour résumer, en médecine générale, devant une plainte cognitive, on va rechercher la présence de troubles de la thymie qui orienterait plutôt vers éventuellement écarter en tout cas un état dépressif. S'il n'y a pas de plainte suspecte, on va suivre la personne, on la reverra pour la réévaluer. Et puis, dans l'hypothèse d'un trouble neurocognitif, là, on va s'orienter vers un avis spécialisé. Je vais y revenir juste après. Cet avis spécialisé, quel est l'intérêt? En fait, c'est pour confirmer le diagnostic, en recourant notamment à l'évaluation neuropsychologique qui prend du temps, prend plusieurs heures, surtout dans les formes débutantes. Identifier l'étiologie de ce trouble, requérir donc ce bilan neuropsychologique, et puis envisager déjà les différentes prises en charge qui pourraient être envisagées. Alors, pourquoi porter un diagnostic au stade débutant? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que ça a de la pertinence? Eh bien, la réponse est oui. D'abord, pour préparer au plus tôt l'entourage et l'annonce du diagnostic. De plus en plus, les personnes souhaitent avoir, en face d'une plainte basique dont ils sont conscients, à un stade très précoce, ils vont souhaiter de plus en plus avoir des précisions sur l'explication à ces plaintes, ce trouble. Donc, il faut être capable d'apporter une probabilité la plus élevée possible, en tout cas, du diagnostic. Deuxième intérêt, c'est d'initier au plus tôt le plan d'aide et de soins. On sait que plus on prend en soin ces personnes précocement, ce n'est pas forcément uniquement sur un plan médicamenteux, c'est beaucoup plus large que ça, mieux c'est. Anticiper et prévenir les situations de crise. Trop souvent, le diagnostic est porté au stade de crise. C'est la chute, c'est la confusion qui génère une hospitalisation en urgence et qui aggrave la situation. Donc ça, c'est à éviter, et c'est encore trop souvent le cas. Instruire un certain nombre de démarches. Je pense au mandat de protection future. Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle procédure qui n'est pas nouvelle, mais qui est méconnue, qui permet à la personne de prendre des décisions vis-à-vis de ses enfants, alors qu'elle est encore capable de les prendre. Inscrire le patient dans un parcours et éventuellement l'inscrire dans un essai thérapeutique. J'ai presque fini mon propos, mais je voudrais, avant de laisser la parole donc à l'explication du test, vous rappeler quelques fondamentaux sur la physiopathologie de cette maladie. D'abord, vous voyez que ce n'est pas tout récent. En 1977, déjà, on avait identifié que les manifestations cognitives étaient en relation avec un déficit cholinergique, des voies cholinergiques cérébrales, et ça a été confirmé par la suite. Donc, on est bien en face de troubles qui majoritairement sont le résultat d'une atteinte des systèmes cholinergiques. Les deux voies cholinergiques sont la voie septo-hippocampique et la voie basélocorticale, et c'est ce qui explique la raison pour laquelle vous avez certainement entendu parler des traitements qui sont des traitements symptomatiques à disposition aujourd'hui, qui visent à corriger ce déficit cholinergique en utilisant notamment les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Un autre traitement qui est la mémantine, qui agit lui sur un mécanisme différent, qui est le glutamate. Ça, c'est les traitements à notre disposition aujourd'hui. Un mot ensuite sur la physiopathologie. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui et qui n'est pas discutable, c'est que les traits histopathologiques de la maladie sont à la fois
les DNF pour dégénérescence neurofibrillaire, qui sont envoyés ici dans le neurone, dans le cytoplasme, et puis les plaques séniles, qui sont les plaques amyloïdes, qui sont en haut, ces petits corpuscules rouges. Ça, c'est une connaissance ancienne. Ce qu'on sait, c'est que les dégénérescences neurofibrillaires sont le fait d'une protéine qui est normale, qui est physiologique, qui est la protéine Tau, mais qui est ici anormalement phosphorylée. Et on attribue cette trouble de la phosphorylation, on lui attribue donc un rôle pathogène. On sait également que donc ces DNF, on sait également que les plaques amyloïdes résultent d'un défaut de clivage d'un précurseur qui est ici l'ABETA, l'APP qui est le précurseur protéine amyloïde, qui est une protéine transmembranaire qui, vous voyez à gauche, dans le schéma de gauche, est clivée dans son métabolisme à un niveau qui ne libère pas de peptides pathogènes et qui, par contre, à droite, au milieu, est clivé à un autre endroit qui libère le A-bêta, ce A-bêta qui va se polymériser et se déposer sous forme de plaques amyloïdes. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. On ne sait pas comment non plus ces plaques se polymérisent, sous quelle influence elles se polymérisent. Seules les plaques avec polymérisation sont considérées comme pathogènes. Et on sait enfin qu'il y a une histoire, une course des lésions qui débute par le dépôt de ces lésions que je viens d'évoquer au niveau de l'hippocampe, en rouge ici, et qui vont suivre ensuite une course vers une progression vers le cortex occipito-parieto-frontal, ce qui explique que cette progression de cette course des lésions, est bien mentionnée ici, vous voyez, va expliquer l'évolution de la symptomatologie. Et au début, on a essentiellement des troubles mnésiques, mais progressivement, ils vont s'enrichir d'autres manifestations dès lors que ces lésions s'étendent à d'autres zones corticales. Voilà ce qu'on sait. Et je termine par ce qui a été un progrès récent, c'est ce qu'on peut utiliser comme marqueur qui impose le recours à la ponction lombaire. Vous avez compris que dans la maladie, en fait, il y a des dépôts amyloïdes en excès, donc ça veut dire qu'il y a une clearance de cette protéine qui est diminuée. Donc on va retrouver dans ce cas moins de bêta-amyloïdes dans le LCR. Puis inversement, il y a une protéine Tau anormalement phosphorylée en excès, qui elle va passer la barrière hémato-encéphalique et se retrouver en excès dans le LCR. Ce qui fait que dans la maladie, si vous dosez la protéine Tau anormalement phosphorylée et la bêta, vous allez avoir un rapport des deux qui est modifié avec une augmentation de la protéine Tau et une diminution de la bêta-amyloïde. Si on constate cela en réalisant une ponction lombaire, ça apporte un élément diagnostic supplémentaire. Seulement, ça implique la réalisation d'une ponction lombaire. Je pense qu'évidemment, on est à la recherche de marqueurs qui permettraient éventuellement d'éviter cela. Voilà, moi j'en ai terminé pour ce qui me concerne et je vais redonner la parole à l'intervenant précédent. Merci Monsieur Jandel, merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas si un des participants a une question à poser au professeur Jandel. Je peux répondre tout de suite, mais je vais rester avec vous de toute façon. Mais bon, s'il y a des questions maintenant, c'est sûr que c'est pour moi plus confortable parce que vous avez compris que j'étais en transit, c'est pas évident. Mais je pourrais quand même répondre plus tard, au moins par chat s'il faut. D'accord. Merci Monsieur Jandel. Eh bien écoutez, on va laisser la parole à Romain Verpillot, qui est le fondateur de Alzoïs. Merci beaucoup, professeur Jandel. On va reprendre un petit peu la présentation. Donc voilà, comme l'expliquait très bien le professeur Jandel, donc l'intérêt d'un diagnostic au stade débutant de la maladie d'Alzheimer n'est plus une question. Et donc c'est pour ça qu'on essaye, voilà, comme de trouver des marqueurs qui soient plus accessibles que les peptides A-bêta 1,42
les protéines Tau et tau-phosphorylées qui sont présentes dans le liquide céphalorachidien aujourd'hui, qui sont dosées dans le liquide céphalorachidien et qui nécessitent une ponction lombaire donc trop invasive. Alors pourquoi rendre plus accessible un diagnostic à des stades débutants de la pathologie? C'est comme le disait le professeur Jandel, c'est réduire l'errance, anticiper pour que les patients puissent anticiper aussi leur avenir. C'est aussi un moyen cette prise de conscience permet de bénéficier de soins. La prise en charge non médicamenteuse peut être intéressante lorsqu'elle est appliquée à des stades, bien sûr, débutants de la pathologie. Et c'est aussi, bien sûr, pour l'entourage, puisque engager son entourage dans l'accompagnement des malades et surtout bénéficier des aides existantes, rentrer dans des essais cliniques et aussi, bien sûr, se pose la question et préserver la santé des aidants. Donc, le Noratest, c'est un dispositif médical qui a obtenu le marquage CE en 2019. C'est un produit donc issu de mes travaux de recherche effectués au CNRS à l'Université Paris-Sud. Ce dispositif, en fait, est un test biochimique qui repose sur le dosage des catécholamines plasmatiques, adrénaline, noradrénaline et dopamine. Nous avons, grâce à des études rétrospectives successives, développé des modèles mathématiques pour dégager des scores mathématiques. Donc, comment fonctionne le Noratest? Il agrège des données démographiques et des données biologiques, démographiques telles que l'âge, le sexe et le score MMSE, et donc la concentration plasmatique des catécholamines plasmatiques. Avec ces différents paramètres, on va générer un score diagnostique. Donc, très rapidement, le MMSE, comme l'expliquait M. Jandel, lorsque c'est le test le plus standardisé au monde, il est simple, néanmoins, il nécessite d'être pratiqué dans un contexte propice justement à obtenir des résultats donc robustes. Il peut être réalisé en 10 minutes lorsqu'on a l'habitude de le faire et repose sur des questions très simples comme quel âge avez-vous, où êtes-vous, ou alors des exercices qui visent à appréhender l'orientation, notamment la mémoire de rappel. Donc, pourquoi, c'est quoi le rationnel qui explique les différences significatives que l'on observe? Pourquoi les catécholamines sont altérées dans la maladie d'Alzheimer? Donc, en fait, les catécholamines sont produites par, d'une part, le locus coeruleus et l'aire tegmentale ventrale. Le locus coeruleus vient irriguer, en fait, le locus coeruleus est la source de production notamment de la noradrénaline, et la noradrénaline vient finalement stimuler différentes régions telles que le cortex, l'hippocampe, dont parlait M. Jandel. Donc, nous avons remarqué qu'à travers nos dosages biologiques, une altération de la concentration des catécholamines plasmatiques était observée à l'issue de nos études chez les patients Alzheimer. Donc, nous avons publié nos études cliniques et nous avons montré une chose intéressante et qui faisait écho à des publications plus anciennes des années 1980, que la concentration en noradrénaline plasmatique était corrélée au score cognitif, au MMSE. Une deuxième publication montrait que finalement, les catécholamines sont corrélées aux marqueurs biologiques dont on parle, A-bêta et tau et phospho-tau, dans le liquide céphalorachidien d'une part, mais que seules les catécholamines, si on utilise des régressions logistiques multivariées, seules ces 3 catécholamines montrent une discrimination qu'on peut donc observer et comparer avec celle que offre par exemple le dosage du peptide A-bêta dans le liquide céphalorachidien. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que pour des MMSE qui sont inférieurs à 22, on n'observe pas de différence significative. Donc, on pourrait dire sur ces études cliniques, on est aussi puissant. L'information donnée par les catécholamines est similaire, en tout cas non différente de celle apportée par le dosage du peptide A-bêta 1,42 dans le LCR. Et c'est aussi valable d'ailleurs pour des MMSE supérieurs à 26, donc chez des patients Alzheimer qui ont des MMSE donc entre 30
et 26, donc ils sont donc à des stades débutants de la maladie. Et donc on voit bien qu'ici, on a des AUC qui sont tout à fait satisfaisantes pour un test, bien sûr, sanguin et des biomarqueurs facilement dosables. Je vais laisser la parole à Julien qui va vous expliquer comment on dose ces marqueurs. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je suis biologiste au sein du groupe Innovi. Et je vais vous parler un petit peu maintenant de ce dosage fameux des catécholamines plasmatiques. Ça a été effectivement notre premier défi, un véritable challenge analytique quand Alzoïs est venu nous rencontrer et rencontrer d'autres laboratoires pour essayer de mettre au point une méthode de dosage des catécholamines plasmatiques à un niveau de sensibilité vraiment très bas. Donc, on a travaillé ensemble. Historiquement, les catécholamines plasmatiques sont dosées par des techniques de chromatographie liquide couplées à des détecteurs électrochimiques, par exemple, qui suffisent à quantifier des concentrations très importantes de ces molécules dans le cadre de diagnostic de phéochromocytome, par exemple. Au niveau des exigences du NORA-test, l'objectif était de détecter des concentrations qui pouvaient descendre jusqu'au nanogramme par litre, donc 10 puissance moins 9 grammes par litre de noradré, KT et catécholamine et dopamine. Et donc, ça doit faire appel à la technologie de spectrométrie de masse en tandem, donc c'est l'acronyme LCMS-MS. Cette technologie, on a l'expertise de cette technologie sur notre plateforme d'analyse spécialisée. Sur cette plateforme, qui est donc dédiée pour l'ensemble des laboratoires du groupe Innovi, on pratique des analyses de biochimie spécialisée, pharmacologie ou toxicologie, en faisant appel à cette technologie. On a donc ensuite travaillé de manière importante avec l'équipe d'Alzoïs sur le cahier des charges de la technique, de manière à pouvoir mettre au point une méthode de dosage qui pouvait répondre donc à leurs exigences de sensibilité. Et à la fin, on a réussi à trouver une méthode qui était d'une part robuste et juste, et d'autre part qui était transposable également en routine, parce que ce n'est pas le tout d'avoir juste une méthode de dosage qui reste dans un laboratoire de recherche. Après, il faut pouvoir l'appliquer à nos patients. Et donc, après de nombreuses collaborations, on a réussi à aboutir à une méthode qui était pas du tout simple, plutôt très complexe, mais en tout cas robuste, efficace, et dont on a pu suivre la validation de méthode pour qu'elle devienne accréditée. Très rapidement, sur la LCMS, donc là, vous voyez effectivement la machine avec une technicienne, c'est des techniques qui sont manuelles. La LCMS, donc la spectrométrie de masse en tandem, le principe général, dans notre échantillon sanguin, après une première étape d'extraction, on va essayer d'isoler la molécule, de la séparer. Et ensuite, cette molécule, elle va rentrer dans la machine et venir rencontrer une source d'ionisation, une source d'énergie très importante qui va ioniser la particule à doser, donc la noradrénaline, par exemple. Une fois que cette noradrénaline est ionisée, elle va traverser différents champs électromagnétiques qui vont permettre, notamment en utilisant un rapport de sa masse sur sa charge, une première sélection. Une fois qu'on a fait cette sélection, parmi les centaines de molécules qu'il y avait dans notre échantillon, on va appliquer une deuxième étape de sélection avec une fragmentation grâce à un gaz inerte, l'azote en l'occurrence. Et cette fragmentation de notre échantillon qu'on veut doser va produire un ion fille. Et c'est cette paire, ion parent, ion fils, qu'on va pouvoir détecter, quantifier, et qui permet en fait d'avoir une excellente sélectivité, une excellente spécificité dans le dosage et dans la quantification. La LCMS, son avantage, vraiment, ça va être d'être très sensible. On dose des quantités très basses, très infimes et très spécifiques. Ce qu'on dose, on est sûr que c'est bien la molécule en question. On va se retrouver donc avec ce type de chromatogramme. Donc, la courbe que vous voyez en bleu représente le dosage de la molécule.
Pour la quantifier, on va pouvoir travailler sur une courbe d'étalonnage avec des concentrations croissantes de molécules et le signal, la réponse dans le spectromètre de masse va être proportionnelle à la concentration qu'on va vouloir trouver. C'est comme ça que la quantification se passe. Ça a l'air assez simple comme ça. On imagine derrière que c'est un petit peu plus compliqué que juste ces diapositives. Donc voilà, les avantages vraiment pour finir sur la technique de cette LCM-SMS, c'est son grand pouvoir de séparation qui fait qu'on peut détecter et doser un très large panel de composés. On peut les doser de manière simultanée. En une seule réaction, on va pouvoir doser les 3 catécholamines. On en parlera par la suite sur l'évolution du test. On peut également doser d'autres molécules qui seraient intéressantes. Et ce dosage est fait avec une grande sélectivité, une grande sensibilité. Je pense que vous avez compris le message. Merci Julien. Je t'en prie. On va laisser la parole à Romain qui va nous dire pour qui est destiné le NORATest. Merci Olivier. Donc le NORATest est destiné à des patients qui sont âgés de plus de 55 ans et qui se plaignent de plaintes. Et tout l'enjeu va être d'essayer d'apporter des outils supplémentaires au médecin généraliste, au médecin qui sera en fait confronté à ces patients dont les plaintes pourraient s'apparenter finalement à une maladie d'Alzheimer, un stade débutant. Donc il faut essayer d'objectiver ces plaintes en trouble. Donc c'est quoi les signes qui alertent? C'est quoi ces premières plaintes? Elles sont multiples. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'avoir, comme l'expliquait le professeur Jandel, d'aller consulter d'abord son médecin. Le médecin peut faire un MMSE et toute la solution d'Alzoïs, c'était d'essayer de contextualiser ce MMSE avec un test biologique pour justement donner une information, un score diagnostique qui puisse permettre de motiver un parcours. Donc, à quoi ça sert? Donc, comme je disais, c'est un outil de repérage des premières plaintes pour les caractériser en trouble, amorcer le parcours diagnostique, rassurer aussi les patients si la réponse de suspicion est négative. Donc voilà pour cette diapositive. Donc finalement, comment ça fonctionne? Bon, le médecin, donc le patient se rend chez son médecin. Le médecin réalise un MMSE, prescrit le NORATest. Le patient se rend dans son laboratoire d'analyse médicale de proximité. Le laboratoire va collecter les données démographiques et de dosage, donc les concentrations des catécholamines, et calculer le score NORATest et le rendre au médecin. Puis le médecin reprendra en consultation son patient pour l'interprétation des résultats. Merci Romain. Donc, merci Olivier. Julien va nous parler du parcours diagnostique. Oui, Romain vous a présenté rapidement le parcours. On va le détailler ensemble parce que c'est important ce soir que vous ayez tous les éléments pour que dès demain, dès la semaine prochaine, vous puissiez être en possibilité de prescrire ce test si vous le jugez pertinent face à un patient. Donc, on va prendre Madame Durand, qui a plus de 55 ans et qui vient consulter son médecin généraliste pour des premiers troubles cognitifs. Donc, la première étape, c'est l'étape de la prescription médicale. Donc, on va bien la détailler. C'est un des points clés de notre soirée ce soir. Le NORATest est uniquement sur prescription médicale et le médecin généraliste a un rôle clé dans notre test et dans cette prise en charge. Donc, c'est vous qui voyez votre patient et qui allez pouvoir le penser éligible à ce test. Patient de plus de 55 ans, un contexte clinique évocateur. Vous allez pouvoir faire ce score MMSE assez rapidement, une dizaine de minutes, et de manière à essayer d'accélérer les choses, d'essayer d'argumenter, d'étayer un potentiel diagnostic, le NORATest sera un outil d'aide de diagnostic qui sera facilement accessible et qui pourra donner une information supplémentaire.
Au niveau de la prescription, Innovi et Alzois ont réalisé des documents d'aide à la prescription. Vous avez 3 feuillets qui sont à votre disposition. Donc, le premier feuillet, c'est le bon de prescription. Sur ce bon de prescription, des informations du prescripteur, du patient, les renseignements cliniques avec le score MMSE et la date de passage de cet examen, donc qui sont primordiales car indispensables dans l'algorithme. Vous avez le mode de prescription, donc voilà, faire pratiquer un examen de biologie médicale dans le cadre du NORA-test, ou alors noter les catécholamines plasmatiques dans le cadre du NORA-test. C'est un dosage qui n'est actuellement pas remboursé, pas pris en charge par la Sécurité sociale, on en parlera juste après. Le deuxième feuillet, c'est les informations générales que vous pouvez donner aux patients. D'une part, sur les recommandations par rapport au test, mais il peut se rapprocher de son laboratoire qui sera largement capable de le renseigner, avec un régime alimentaire spécifique. Ce n'est pas très contraignant, mais c'est important de manière à bien maîtriser notre résultat par la suite. Être à jeun, être au repos, ça, c'est des choses que le patient verra au laboratoire. Vous pouvez effectivement donc l'informer sur le prix du test. Des dossiers, des démarches sont en cours actuellement pour essayer de faire en sorte que le NORA-test soit pris en charge par la Sécurité sociale à 100%, mais c'est des choses qui prennent du temps. Actuellement, le prix conseillé est de 250 € pour le patient. Donc, ce test est dit hors nomenclature, un peu comme à l'image du DPNI, qui est dans le cadre du dépistage de la trisomie 21. Jusqu'à présent, on utilisait les marqueurs sériques, le DPNI était non remboursé par la Sécurité sociale et en quelques années, il a pu montrer ses avantages dans certaines situations, certaines conditions et du coup, il est devenu remboursé par la Sécurité sociale. On souhaite la même chose au NORA-test, mais ça va être l'expérience qui va pouvoir argumenter cela. Le délai de résultat, on est pour l'instant sur 1 à 2 mois de rendu de résultats. C'est un petit peu long, effectivement, mais c'est le démarrage. On essaiera de raccourcir ce délai le plus possible. Les 2 derniers patients qu'on a rendus, on les a rendus en 5 semaines. Donc voilà, c'est des délais moyens qu'il faut avoir en tête pour prévenir votre patient des meilleures conditions. Et le compte-rendu, on le verra par la suite. Le troisième document, c'est un bon de prélèvement à remettre à votre patient qui viendra ensuite au laboratoire, un peu à l'image d'un consentement. C'est le patient atteste avoir pris connaissance de l'ensemble d'informations qui sont écrites avec le rappel du score MMSE de la date. Une fois que votre patient donc, a sa prescription, il va devoir trouver un laboratoire pour faire cet examen. Donc, au vu de tout ce qu'on vous a dit sur les premiers échanges, les collaborations avec Alzois et Innovi et la spécificité analytique, pour l'instant, il y a un partenariat donc, avec les laboratoires du groupe Innovi. Donc, le groupe Innovi, c'est un groupe national de 20 filiales départementales ou régionales que vous voyez sur cette carte-là. On couvre une grande partie du sud et on se développe dans le nord. On a commencé à être présent dans l'Île-de-France il y a peu. Il y a plus de 400 laboratoires de proximité. Et donc, votre patient va se renseigner sur le laboratoire de proximité. Il va ensuite s'adresser au laboratoire. C'est une simple prise de sang, 4 tubes de sang. L'équipe du laboratoire saura comment les traiter dans les meilleures conditions. Il faut les congeler dans l'heure pour assurer la stabilité de ces molécules. Et ensuite, grâce au maillage territorial et à la logistique déjà implantée du groupe Innovi, un prélèvement qui est fait sur Paris, Clermont-Ferrand ou Toulouse le matin pourra être acheminé dans la journée ou le lendemain matin au plus tard jusqu'à notre plateau technique d'Innovi Analyse spécialisée basé sur Marseille. Le dosage est donc fait ensuite par série en spectrométrie de masse sur notre plateforme. Nous allons ensuite rentrer toutes les informations collégées sur la plateforme d'Alzois avec les informations démographiques, le score MMSE et les résultats des prélèvements sanguins. Voilà, le rôle clé du biologiste sur vous assurer des bons résultats, mais ça paraît assez basique finalement. C'est notre travail de tous les jours. Et la troisième partie, ça va être le compte-rendu de résultats. Une chose primordiale également, les résultats vous sont directement adressés à vous, médecin prescripteur, un peu à l'image, toujours pareil, du dépistage de trisomie 21 par exemple, de manière à ce que ce soit vous qui puissiez commenter
le résultat à votre patient et ne pas laisser le patient simplement avec son papier en salle d'attente, ce qui n'était pas une chose possible. Au niveau de l'interprétation des résultats, ils vont se présenter sur cette forme-là. Vous avez 3 résultats possibles. Le premier résultat, N0, pas de suspicion de maladie d'Alzheimer. Le résultat indique une absence de maladie d'Alzheimer dans un contexte de plainte cognitive caractérisée. Les autres résultats, N1 et N2, sont des résultats en faveur d'une suspicion de cette maladie. Et il y a 2 parties qui ont été catégorisées en fonction du taux de noradrénaline. Mais on va refaire simple et retenir que c'est une suspicion de maladie d'Alzheimer. Il y a un petit peu plus de finesse, Romain pourra en parler tout à l'heure. De manière classique, comme dans tout test de biologie, malheureusement, Alzoïs et Innovi n'ont pas trouvé le Graal absolu, et ce test peut présenter des limites. C'est ce qui va être indiqué dans les précautions d'interprétation des résultats. Il y a ce qu'on appelle des potentiels faux négatifs. Un patient à qui on rendrait un N0 alors qu'il peut être en tout début de maladie d'Alzheimer. Et de la même manière, un faible pourcentage, mais un pourcentage qui existe, de faux positifs, des patients à qui on rendrait N1 et N2 et qui ne développeraient pas forcément une maladie d'Alzheimer, peut-être une autre maladie neurodégénérative apparentée. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas une parole d'évangile. Dans tous les cas, vous devez toujours, mais comme pour tout examen de biologie, remettre ce résultat dans un contexte clinico-biologique par rapport aux plaintes du patient, par rapport à d'autres examens, notamment l'imagerie, qui va être très importante, comme en parlait le professeur Jandel. Et en fonction donc, de ces résultats, ça pourra d'une part rassurer peut-être un patient avec un résultat N0, ou alors argumenter une possible suspicion de maladie d'Alzheimer et de manière à orienter peut-être plus rapidement le patient vers un avis spécialisé avec une évaluation neuropsychologique qui va être primordiale, vers des examens d'imagerie autres, de manière à accélérer un petit peu les choses et ne pas simplement dire écoutez, on a fait ce MMSE, vous avez des plaintes, on peut temporiser, essayer de se revoir dans quelques mois, 3 mois, 6 mois, pour voir l'évolution des choses. Ça vous donne un argument supplémentaire pour dire peut-être que là, on va pouvoir l'envoyer vers un avis spécialisé. Donc, c'est comme ça qu'a été pensé le NORA-test. Merci Julien. On va laisser la parole à Romain qui va parler des performances. Merci Olivier, merci Julien. Donc, pour les performances, comme le disait Julien, le test n'est pas fiable à 100%. Néanmoins, il présente des performances relativement bonnes. Donc, en fait, on a, en s'appuyant sur le rationnel, bien sûr, et sur les observations, on note une hyperactivité du locus coeruleus qui se traduit par des taux en noradrénaline qui sont bien au-dessus des taux physiologiques. Et c'est en s'appuyant sur ces taux qu'on a segmenté les malades d'Alzheimer en 2 sous-populations, N1, des patients Alzheimer avec une suspicion, des patients avec une suspicion Alzheimer annotée N1 et des suspicions avec une maladie d'Alzheimer annotée N2. Cette différence se base sur le taux de noradrénaline plasmatique. Lorsqu'il est supérieur à 3000 picomolaires, vous êtes annoté N1 et inférieur N2. Alors, les performances pour les patients Alzheimer annotés N1, lorsque vous avez un résultat N1, ceci signifie que vous avez des sensibilités, des spécificités qui sont proches de 90% avec des VPP et des VPN qui sont autour de 90%, donc ce qui sont des excellentes performances. Ces performances diagnostiques ont été observées donc, grâce à des études calculées, évaluées grâce à des études rétrospectives et toujours confrontées au diagnostic clinique qui avait été porté dans ce cas-là par le neurologue. Chez ces patients N1, ce qu'on notera, chez ces patients Alzheimer N1, on note qu'ils ont un des meilleurs MMSE, donc c'est plutôt à des stades débutants. Lorsque vous êtes à une phase débutante de la pathologie, vous êtes plutôt N1 et vous avez d'ailleurs des meilleurs MMSE, ça paraît logique. Et les patients N2 correspondent à une maladie à des stades plus avancés, modérés de la pathologie et on reste avec des performances tout à fait satisfaisantes autour de 80%. Donc bien sûr, donc voilà, je pense que c'était assez clair sur les performances.
Merci Olivier, merci. Donc, et nous, on va parler du « et après » tous les deux. Hein. Donc, Donc, ce qui était important, voilà, je voulais juste dire un dernier mot. Donc, ce qui était important, c'était le travail, la co-construction avec les experts de la solution du Norates, la co-construction aussi avec les experts biologistes, parce que c'est vrai que l'usage de la LCM-SMS nous a permis d'améliorer, bien sûr, les performances diagnostiques, puisque historiquement, les catécholamines étaient dosées avec la méthode HPLC couplée électrochimie. Et c'est vrai que grâce à l'optimisation des méthodes sur LCM-SMS, on a tout de suite montré des différences bien plus nettes et plus significatives en termes d'altération des concentrations des catécholamines. Et ça, c'est cette solution, finalement, c'est la co-construction de ce produit qui nous a permis d'arriver à ces résultats. Donc ça, c'était le petit mot. Donc les perspectives, je pense que toi, Julien… Les perspectives du test, et les évolutions surtout. Donc là, on vous présente un test qui est déjà bien abouti avec des performances que vous avez vues, mais c'est un test qui va continuer à vivre. D'une part déjà avec les retours des patients, des cliniciens évidemment, et puis nous de manière biologique également, analytique. On a différentes molécules, notamment les dérivés du métabolisme de ces catécholamines, qui peuvent être introduites et réfléchies dans l'algorithme. Donc, c'est des molécules où déjà en amont, on a la chance d'avoir des équipes, un ingénieur de R&D qui a une grande expérience et qui avait déjà anticipé les potentielles évolutions de la technique. Donc, cette technique permettra dans le même dosage de rajouter les trois molécules métabolites qui vont permettre d'avoir une information supplémentaire et d'affiner les résultats de l'algorithme. Donc ça, c'est sur les évolutions techniques. En tout cas, on a déjà des pistes. Et puis tout à fait, et dans le champ aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine personnalisée. C'est vrai que ce type d'approche, la LCM-SMS s'y prête bien, en ajoutant aussi, en introduisant, comme le disait Julien, des nouveaux marqueurs pour justement, au-delà de l'information, de la puissance diagnostique, pouvoir dire d'autres informations et s'intéresser par exemple à la cinétique, à l'évolution de ces pathologies et à d'autres maladies neurodégénératives. alors, merci. Alors, le rôle clé du médecin dans le parcours diagnostique, on l'a vu avec professeur Jandel, on l'a vu avec vous deux. On a vu que le médecin avait un rôle prépondérant. Accompagner, orienter le malade, on l'a vu aussi. Mais alors, si on avait juste un mot à garder pour la fin, ce serait quoi pour vous? Un seul mot. Allez, je commence. Et je vais essayer d'en faire qu'un ce soir. D'habitude, j'essaie d'en faire deux, mais ça ne passe pas. Non, mais c'est de l'innovation. C'est de l'innovation, clairement. Alors, c'est un peu dans l'ADN du groupe, hein, c'est dans notre nom, Innovi. Mais c'est vraiment, voilà, quand Romain est venu nous voir avec ce projet, toute l'équipe d'Alzoïs, on a bien vu qu'il y avait une véritable plus-value et quelque chose à apporter, quelque chose de nouveau, qui pouvait vraiment apporter des bénéfices majeurs dans la prise en charge de cette pathologie qui nous touche de manière générale ou personnelle. On peut peut-être tous partager aussi des expériences personnelles sur ça. Donc voilà, c'est un test qui est innovant et qui a des excellentes performances. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'on puisse avoir le recul suffisant pour avoir le retour d'une part des prescripteurs et surtout des patients. Moi, le mot, ça serait valoriser la première évaluation clinique portée par le médecin qui lorsque c'est un médecin généraliste, à part le MMSE, il n'y avait pas grand-chose à faire. Valoriser, aussi apporter une information complémentaire pour les experts. Donc, ça serait vraiment ce mot que je garderais, valoriser la première évaluation clinique lorsque les patients se présentent avec des plaintes qui ne sont pas encore objectivées. Et puis, écoutez, merci. Et professeur Jandel nous envoie une question. Hypocholinergie et hypercatécholaminergie, peut-on établir un lien? Alors ça, c'est une excellente question. Merci, professeur Jandel. C'est possible. Alors, on n'a pas… il y a un comportement qui est assez similaire et c'est difficile aujourd'hui justement entre l'hyperactivité cholinergique et du locus coeruleus. C'est donc difficile aujourd'hui
de poser un rationnel vraiment fort, mais on y travaille. Voilà. Ça, c'est sûr. Merci. Écoutez, Je crois qu'il y avait une question Il y avait sur une le prix, sur le prix du non-attest. On me disait tout à l'heure, oui, c'est vrai que par rapport à ce prix, du coup, cet acte qui est non pris en charge par la sécurité sociale, donc actuellement qui est de 250 €. Donc voilà, ça a été un prix qui a été défini après de longues études. Il faut savoir que derrière ce coût, donc, il faut vraiment, au-delà de l'analyse elle-même, revoir les années de recherche, de brevets de la part d'Alzoïs, toute la technique de mise au point sur des méthodes très spécialisées, avec voilà, la logistique à mettre en place pour qu'un patient, de n'importe où en France bientôt, puisse bénéficier de ce test. Donc voilà, on espère faire évoluer les choses rapidement. Faire bouger les choses dans la sécurité sociale, ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, on a bon espoir de vous dire dans quelques mois, années, que sera pris en charge. Merci Julien. Oui, le but, l'ambition d'Alzoïs, c'était de rendre le test le plus simple possible. Mais on a vu avec Julien que ce n'était pas si simple que ça. Mais en tout cas, voilà, rendre un test, une simple prise de sang accessible au plus grand nombre depuis son laboratoire d'analyse médicale de proximité. Bien sûr, ça dépend du volume. On fera tout pour que ces prix baissent, diminuent jusqu'au remboursement. En tout cas, ça c'est… Exactement. alors, on a une autre question qui, je vous garde pendant que vous êtes encore là. On a une question qui est arrivée qui est « Quels sont les aliments riches en tyrosine ?» Alors, Julien, je vais dire des bêtises là. Donc, les aliments qui sont à éviter dans le cadre des dosages des catécholamines, mais qui vont être voilà, surtout riches de certaines molécules, dont la tyrosine sans doute. Il va y avoir tout ce qui est chocolat, café, agrumes, excitants. Banane, exactement. Voilà, je vais m'arrêter sur cela. C'est déjà bien d'en avoir cité 4, mais je ne suis pas expert sur cet aspect-là. En tout cas, les conditions sont vraiment similaires à celles les précautions sont équivalentes à celles du dosage des catécholamines plasmatiques. Voilà, il n'y a pas de choses à faire en plus. En tout cas, voilà. Oui. Rien de plus. Très bien, merci. Si Est-ce qu'il y a d'autres questions? Questions peut-être. Alors voilà, le professeur Jandel nous écrit « Il serait intéressant de faire le lien avec l'insulinorésistance intracérébrale. » Oui. Oui, ça peut nécessiter en tout cas beaucoup de pistes de réflexion et de travail encore pour, on vous le disait, affiner encore ce test et le rendre de plus en plus performant. Il y a pas mal de travail aussi à faire sur de la recherche fondamentale encore. Bien sûr, le but est que, et c'est vrai comme l'expliquait très bien le professeur Jandel, il y a des choses qu'on sait, vraiment les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires qu'on observe en imagerie, l'histologie, on n'a pas de doute là-dessus. Et c'est vrai que sur l'étiologie de la maladie d'Alzheimer, ces causes, vraiment, il y a encore du travail et toutes ces pistes sont extrêmement intéressantes et on les regardera. En tout cas, je vous remercie pour cette question. Alors, on a une autre question. Le test doit-il être obligatoirement fait au laboratoire? Est-ce qu'un infirmier à domicile est capable de faire le test? Absolument pas. Ni un infirmier, ni un technicien. Non. Le domicile est totalement interdit en raison de la grande instabilité des molécules. Le domicile peut être possible si le tube arrive dans le quart d'heure au laboratoire pour qu'il puisse être pris en charge, traité, centrifugé, alicoté, congelé dans des bonnes conditions. C'est des conditions assez drastiques. Il y a quelques analyses en biologie qui ne peuvent pas être faites, réalisées à domicile du fait de ces conditions préanalytiques qui sont assez drastiques. Mais alors, il faut un repos de 20 minutes. Donc, nous, quand le patient va venir dans notre laboratoire, un peu comme le dosage de la prolactine, par exemple, si le patient est en activité, la prolactine va être faussement élevée. Ça peut induire des mauvaises interprétations. Là, c'est la même chose. On va laisser notre patient au repos 20 minutes sur son siège jusqu'à ce qu'une technicienne ou un infirmière puisse lui faire la prise de sang et les traiter ensuite dans les meilleures conditions. Ce genre d'attitude peut être du coup
ça peut expliquer des mauvais résultats, des mauvaises qualités de résultats dans d'anciennes études ou dans d'anciens travaux, qui fait qu'on n'a pas la justesse analytique qui est nécessaire pour avoir les bons résultats. Donc, c'est malheureusement pas possible. Ça aurait été plus simple. Alors, on a Monsieur Jandel qui nous fait le plaisir de nous partager une slide sur insuline et cerveau. Merci beaucoup. Mais je vais prendre mon... Voilà. Et puis, on parlait de très bien. Diabète de type 3. On a aussi, voilà, on a aussi quelqu'un qui voudrait parler. Alors, je pense que Valérie, ça va être à vous. Bon, alors vous aviez posé une question, Valérie, quel était le tarif de ce test? On l'a vu, il était de 250 €, on l'a vu dans une slide un peu précédemment. Oui, c'est ça. Voilà. Pour expliquer le tarif de 250 €, c'est là-dessus où on avait été alerté la première fois, mais on a déjà du coup répondu sur toute la partie développement du test et le respect des conditions optimales. Une autre question qui avait été posée sur la dernière conférence qu'on avait donnée, qui était intéressante aussi, c'était la mise à disposition de ce type d'examen dans des territoires où Innovi n'était pas présent. Depuis, donc effectivement, un patient qui serait breton, strasbourgeois ou lillois, pour l'instant, n'a pas de laboratoire Innovi. On a établi un partenariat, une collaboration avec les laboratoires Eurofins, qui sont également un grand laboratoire national, de manière à ce qu'ils puissent appliquer nos procédures de prélèvement et nous, en termes de logistique également, nous faire parvenir le prélèvement dans les meilleures conditions plus rapidement. Donc voilà, il y a un deuxième partenaire, Eurofins, qu'on a pu labelliser, on va dire, qui garantit la bonne marche de nos résultats, de nos analyses. Ce qui fait à peu près plus de 2000 laboratoires en France et une couverture nationale. Avec Eurofins, voilà, il y a difficilement... il doit rester quelques endroits, mais assez rares, où le patient n'aurait pas de solution. Mais là encore, on pourra encore en développer, parce que les idées, ça ne nous dérange pas. Ouais. Bien, mais écoutez, je pense que si nous n'avons plus de questions, visiblement, il n'y en a plus qui arrivent. On arrive à la fin de ce webinaire. Julien et Romain, professeur Jandel, je voulais vraiment vous remercier pour votre participation. Merci beaucoup. Au nom d'Alzoïs, au nom d'Innovi, on voulait vous remercier d'avoir été présent avec nous ce soir. Évidemment, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Bonsoir, monsieur Jandel. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on voulait évidemment vous préciser qu'on était disponible pour répondre à toutes vos questions. Ça va nous faire plaisir. On voulait vous souhaiter une excellente soirée et puis on vous dit… on peut dire à bientôt parce qu'il y aura d'autres conférences, d'autres EPU qui vont être organisées. On n'a pas encore les dates, je pense. Non, ça va recommencer à partir de septembre. Voilà, à partir de la rentrée dès septembre. Donc, s'il y a des confrères qui veulent y assister, on recommuniquera les dates dès qu'on les aura, je pense. Ça sera avec plaisir. Top. Merci à vous tous. Merci. Belle soirée, belle fin de soirée. Au revoir. Merci, au revoir.